Marcel Arrossi, vous restez avec moi pour recevoir le tout premier invité de cette matinale 5 sur 7 matin. Nous parlons aujourd'hui du parti FCBE, Force Cori pour un Bénin émergent, de ces dissensions qui naissent au sein du parti, notamment la démission donc de Sylvanus Aïssi de la 6e circonscription électorale et justement le parti qui a aussi pris ses distances avec le maire de la commune de Kopargo. On débriefe tout ceci avec le coordonnateur de la jeunesse FCBE du parti, Mohamed Akintola Wali, est notre invité. Je le disais un peu plus tôt, donc le parti FCBE perd encore des plumes. Sylvanus Aïssi de la 16e circonscription électorale abandonne les Cori. Il a prononcé sa démission la semaine dernière. Un autre coup dur certainement, alors que le parti a retiré son soutien au maire de Kopargo avec qui le torchon brûle actuellement. FCBE et la gestion des crises. On en parle avec Mohamed Akintola Awali. Bonjour et bienvenue. Bonjour monsieur le journaliste et merci pour l'invitation. C'est un plaisir de vous avoir sur notre plateau pour évoquer justement ces différentes actualités. Alors, monsieur Akintola, première question pour vous. Aujourd'hui, on constate la démission donc, de Sylvanus Aïssi de la 16e circonscription électorale qui a d'ailleurs porté les couleurs du parti FCBE aux dernières législatives de 2023, du 8 janvier dernier. Comment est-ce que le parti accueille cette démission ? Merci beaucoup, monsieur le journaliste, et bonjour à tous nos téléspectateurs. À la FCBE, la démission de monsieur Aïssi n'est pas un phénomène. Dire même que c'est un épiphénomène serait vraiment faire de l'hyperbole, parce que cela ne nous aimerait en guère. Ce sujet ne fait même pas partie des points au divers des différentes réunions statutaires, encore moins des points de discussion dans les forums FCBE, des réseaux sociaux WhatsApp ou Facebook. Vous savez, quand je parle même d'épiphénomène, c'est trop dit parce qu'un épiphénomène, c'est juste un phénomène qui vient se greffer sur un autre sans modifier son cours, sans avoir un quelconque impact et qui ne nécessite d'ailleurs pas une attention ou un traitement particulier. Donc, opiner sur cette situation-là, même dans la presse, c'est lui donner une valeur qu'elle n'a pas en fait. La première raison, c'est que déjà selon les chiffres des législatives passées dans la 16e circonscription électorale, la tête de liste FCBE n'a rien apporté en fait au parti. Les résultats sont là et on peut déjà opiner dessus. Au-delà de ça, nous parlons quand même d'un monsieur qui, par la force des choses, s'est retrouvé la tête de liste FCBE de la 16e circonscription électorale, mais qui en pleine campagne s'est totalement écarté de tout le travail de réflexion, le travail stratégique qui a été fait pour aller à la conquête de l'électorat. Je parle par exemple du document portant éléments de langage pendant la campagne électorale, ou encore de notre projet de législature, sur lequel nous avons formé quand même les candidats, les comités de campagne, les leaders du parti, les coordonnateurs et ainsi de suite, autres membres des bureaux de coordination, qui en pleine campagne s'éloigne totalement de cela et agit comme il veut et va, je pense même que c'est la chaîne ORTB qui a surtout publié cela de façon virale, là où il parlait d'aller à l'Assemblée pour éradiquer l'autosuffisance alimentaire. Je pense que cela relève plus d'un lapsus. Ça peut nous arriver à nous tous. Bien sûr, pour dire que cela peut arriver encore plus, ou cela a plus de chances d'arriver lorsque vous agissez beaucoup plus en cavalier seul. Vous voyez, lorsque vous évoluez en cavalier seul. Voilà déjà quelqu'un qui n'a pas réellement une base politique et qui aujourd'hui dit démissionner du parti. Il ne se trouve dans aucun bureau de démembrement du parti. Donc les bureaux sont toujours solides. Il n'est pas superviseur de la circonscription électorale. Le ministre Alain Adiou, M. Adoukonou Prosper sont les superviseurs émanant du bureau politique pour cette circonscription électorale. M. Goussi en est le coordonnateur. Donc juste son départ s'est fait avec quelques éléments à lui de la 16e circonscription électorale. Nous le comprenons, mais en ce qui nous concerne, nous avons goûté à la sauce et cela ne nous a rien apporté de plus. Donc nous lui souhaitons simplement bon vent dans sa nouvelle aventure politique. D'ailleurs,
étant lui-même opérateur économique, c'est pas réellement une personnalité politique. Donc, chacun peut se faire une idée de là où il est en train d'aller pour ses propres intérêts. Donc, cela ne nous émeut guère. Alors, est-ce que quelque part, ce n'est quand même pas une faiblesse du parti d'avoir positionné quelqu'un qui, au regard de ce que vous dites, n'a pas forcément de responsabilité dans le parti, mais qui s'est quand même retrouvé tête de liste dans la 16e circonscription électorale, quand on sait ce que représente la 16e circonscription électorale pour l'univers politique au Bénin? Je vous concède le fait de poser cette question-là, mais il n'est pas dit que ce sont forcément ceux qui occupent des postes de responsabilité dans le parti qui doivent être tête de liste pour des circonscriptions. Comment il a pu connaître cette ascension si vous, comme vous le dites, s'il n'a pas de base politique, justement, vous savez, nous sommes sur un terrain politique. Nous sommes sur un terrain politique et ce qui entre en jeu dans les calculs de positionnement ne se limite pas seulement à qui est-ce qui, dans ce moment précis, est membre du bureau ou a forcément le plus d'influence, parce qu'il arrive réellement que des gens qui aient plus d'influence que d'autres ne puissent pas se retrouver à la tête de liste. Beaucoup de variables entrent en jeu dans cette période-là. Je vous le concède d'ailleurs de vous demander pourquoi est-ce que, mais c'est une réalité de tous les partis politiques à la veille des élections. Nous en tirons également leçon, et il a fallu aujourd'hui qu'il dise qu'il est en train de quitter la FCBE, peut-être pour qu'on y revienne d'ailleurs. Donc, Monsieur Akintola, vous oui, parlez d'enjeux. Quels étaient les enjeux avec Sylvanus Aissi? Tout ne peut, je ne pourrais pas revenir sur tout en réalité, mais reconnaissez simplement que lors des positionnements, les responsables du parti ont des décisions à prendre. Lorsqu'ils ont des décisions à prendre, étant des humains, il faut comprendre qu'ils jaugent selon les circonstances, selon les éléments qu'ils ont sur la main et selon le poids politique du parti également dans certaines zones, se retrouvent parfois à prendre de ces genres de décisions-là, ou même partant même de la volonté de certains qu'on identifie comme leaders, qui pourraient même porter l'étendard du parti, mais qui en ce moment précis ne se trouvent pas la capacité ou alors la volonté ou le désir de faire ce travail-là. Nous avons des délais à respecter, nous avons des listes à déposer au niveau de la Sénat, nous avons une compétition à faire et tout ne peut être parfait en ce moment précis. Vous avez été surpris par le temps? Non, on n'a pas été surpris par le temps parce qu'on a été le premier parti politique d'ailleurs à déposer nos listes. Nous avons respecté, nous, nos délais, donc je ne parlerai pas de surpris par le temps, pas du tout. Mais je dis simplement qu'aucune œuvre humaine n'est parfaite et surtout pas dans ces circonstances-là. Vous souvenez-vous que les positionnements au sein du parti FCBE pour ces dernières élections ont fait beaucoup de frustrés, notamment dans le rang des jeunes que vous coordonnez? Non, je ne suis pas d'accord avec cet avis-là, parce que non seulement les positionnements au sein des partis faits pour les élections législatives 2023 n'ont pas fait que des frustrés au sein de la FCBE. Cela fait déjà, vous savez, dans un parti politique, il y a plusieurs lobbying, il y a plusieurs courants. Il y a des leaders, il y a des intérêts en jeu, il y a des volontés. Et qu'ils vous souviennent qu'au lendemain du dépôt de notre liste à la Sénat, en ma qualité de coordonnateur du mouvement de la jeunesse FCBE, j'ai fait une déclaration avec les membres de mon bureau et d'autres jeunes actifs dans nos cellules à la base pour remercier le bureau politique du parti, remercier la commission qui a siégé pour les positionnements, car nous avons, nous jeunes, été pris en compte à plus de 50% sur cette liste-là. Et les femmes également se sont jointes à nous pour remercier les dirigeants du parti pour cela. Donc je ne me retrouve vraiment pas dans ce que vous dites lorsque vous parlez de beaucoup de frustrés dans ces rangs-là. Et je vais ajouter quelque chose. Vous savez, lorsque vous faites partie d'un groupe et que vous évoluez ensemble, il y a ce qu'on appelle la dynamique du groupe. Quand vous vous mettez ensemble et qu'il y a contradiction, que vous échangez, que vous discutez et qu'une décision suivant les règles de décision au sein du parti a été prise, tout le monde devient soldat pour défendre cette décision-là. C'est comme ça que ça se passe. Vous déclarez qu'il y avait total consensus pour ces positionnements et pour tout ce qui entrait en jeu pour ces élections? Le consensus ne veut pas dire l'unanimité. Le consensus ne veut pas dire l'unanimité. Donc oui, il y a eu un total consensus autour de ces positionnements-là pour la FCBE, raison pour laquelle la liste a pu être déposée. Le parti a-t-il réussi à défier déjà le maire de Koparago? Oui, puisqu'il y a une lettre de défiance et de retrait de confiance qui a été officiellement émise. Mais il demeure maire. Bien sûr, et c'est là que nous en appelons en fait à la responsabilité de l'exécutif, en l'occurrence le préfet, car il est prévu par le code électoral que,
au sortir des élections communales et municipales, c'est le parti qui a la majorité absolue des conseillers qui propose les candidats au poste de maire et d'adjoint au maire, ce qui a été fait dans le cas de Copargo, de la commune de Copargo, au sortir des élections de 2020. Il s'est fait que par la suite, le maire de Copargo a entraîné avec lui certains conseillers qui ont démissionné de notre parti. Donc votre parti n'a plus la majorité en réalité à Copargo. Il a rejoint le parti non progressiste, le retour. Exactement. Non, en fait, je vous donne un exemple. Lorsque vous démissionnez, selon la réforme du système partisan que nous sommes en train d'expérimenter avec tous les tâtonnements possibles, lorsque vous démissionnez en plein mandat d'un parti politique pour un autre, quel que soit l'effet publicitaire que cela fait pour vous, quel que soit l'intérêt ou l'impact politique que cela a pour vous, les effets juridiques, en fait, ne suivent pas, puisque le parti demeure toujours détenteur des sièges que vous avez. Un exemple, la Sénat continuera toujours, quel que soit le nombre de démissions que vous faites d'un parti politique, la Sénat continuera toujours de donner à ce parti politique-là, au prorata du nombre d'élus qu'il a eu au sortir des élections, les subventions publiques. Je ne sais pas si vous voyez un peu ce que j'ai. Donc le parti demeure toujours fort, même si des individus ont changé de position politique. Et c'est ce qui a été fait en réalité. Malheureusement, le maire de Copargo a démissionné à l'époque, selon les confidences qu'il a fait à beaucoup de proches, pour, en fait, fuyant un peu les retombées de la mauvaise gestion des fonds, anciennement appelés FADEC, et également sous la forte pression qu'il recevait de certains groupements politiques. Il a eu peur. À qui il a fait ses confidences? À des proches, comme je l'ai dit, et cela peut se vérifier. C'est votre job, vous êtes des journalistes d'investigation, donc vous avez la latitude de le faire. Donc, entraînant avec lui beaucoup de conseillers à qui il n'a pas, à cette époque-là, déclaré réellement les vraies raisons qui l'emmenaient là-bas. Bon, après le ralliement à un autre parti politique, ayant découvert le poteau rose, les conseillers ont décidé de revenir à la maison. Le parti a décidé donc de retirer sa confiance au maire de Copargo, ce qui a été officiellement fait. Information en a été donnée. Quelle est la raison fondamentale du retrait de cette confiance? Non mais écoutez, lorsque... La mauvaise gestion? Non, pas que ça. Ça devient... La première chose, c'est que nous sommes dans un parti politique. Et lorsque vous décidez, tout en vous asseyant sur le siège appartenant au parti politique, puisque vous êtes allé aux élections avec la coloration de ce parti politique-là. Les gens ont voté pour vous parce que vous êtes parti avec ce parti politique-là. Lorsque vous quittez ce parti politique, je pense d'ailleurs que ces personnes devraient avoir la décence eux-mêmes de démissionner des postes électifs qu'ils ont eus grâce à ces partis politiques. C'est d'abord ça. C'est un peu comme lorsque vous quittez le parti. Moi, aujourd'hui, si je quitte le parti FCBE et que je continue de me prévaloir du poste de coordonnateur de la jeunesse FCBE, vous partez, vous laissez les attributs au parti. C'est ce qui devrait être fait. Donc, c'est d'abord la première raison. Ça n'a d'ailleurs pas de sens que quelqu'un nous quitte et qu'on continue de jouer à copain-copain pour quelque chose dont nous ne sommes d'ailleurs pas les seuls décideurs, parce que c'est une trahison de la confiance de l'électorat qu'il a porté à ce siège-là. Il y est allé avec une idéologie en défendant certaines valeurs qui sont les valeurs du parti. Ce que nous avons fait, donc retirer la confiance, et même les conseillers qui sont revenus ont, de leur propre chef, saisi également l'autorité. D'accord. Pour que cela soit acté et que des élections soient refaites pour qu'un nouveau maire ayant la confiance du parti FCBE soit élu. C'est là que ça surprend lorsque cela continue de traîner dans le couloir administratif pour des raisons que nous ignorons. C'est l'occasion pour nous d'en appeler à la responsabilité des autorités pour qu'ils fassent ce qui est de droit. Donc, vous dites non, l'horizon ne s'assombrit pas du tout pour le parti FCBE. Non, puisque nous voyons encore très clair devant et nous affûtons nos armes par rapport à cela. Très bien, on va suivre donc de très près la situation du maire de Copargo, Ignace Woro, et ses deux adjoints, messieurs Zachary Huyodé et Imoko
à Bani. Donc, on va suivre ça de très près pour voir ce qu'il en adviendra dans les tout prochains jours. D'autres sujets sont au menu de nos échanges, M. Akintola, qu'on va évoquer très rapidement en quelques minutes avant de vous laisser filer. Le temps est allé très vite ce matin. On n'a pas vu le temps passer d'ailleurs. Que pense aujourd'hui le parti FCBE de ce projet à venir du gouvernement, du président, de convoquer des assises nationales au sujet donc de la démographie qui s'en va galopante? Je pense que le président de la République, lors de son dernier ou avant-dernier voyage en France, lorsqu'il a fait une interview, avait déjà lancé un ballon d'essai à l'époque, lorsqu'il a parlé de cette affaire de contrôle de la démographie et ainsi de suite. Donc, cela ne surprend pas lorsque l'acte commence à suivre la parole et que le tollé commence à grandir autour de ce sujet. La FCBE a réuni ses têtes pensantes et certaines forces vives de la nation pour réfléchir sur la question. L'implication que cette décision que s'en va prendre le gouvernement du Bénin aura sur le bien-être de la population, sur le développement de notre nation, et se réserve le droit d'opiner très bientôt lorsque les conclusions et les recommandations de ce comité-là seraient mises à disposition. Donc officiellement, la FCBE ne se prononce pas encore sur ce sujet, mais la population peut être tranquille. Nous suivons de près, comme du lait sur le feu, ces assises qui sont en train d'être préparées. Que la FCBE soit invitée ou pas, elle va quand même réagir parce que cela fait partie de nos prérogatives en tant que parti politique. Très bien. Il y a eu tout récemment des attaques meurtrières à Kéroux qui ont été perpétrées par des ennemis de la liberté. Et quelle est la posture du parti FCBE vis-à-vis de cette menace terroriste qui devient grandissante dans le Nord Bénin? C'est avec un cœur vraiment meurtri que nous avons assisté à ces événements-là, des premiers deux, Kéroux, Banikwara, donc dans le nord du pays. C'est d'ailleurs scandalisant parce que je pense à mon souvenir qu'à l'ère de la démocratie, nous n'avons encore pas connu des attaques assez sanglantes. À part les larcins qui commettent de petits crimes par ici, par là, égorger des gens et mettre des dynamites au-dessous de leur corps, et tout ça, c'est quand même assez osé. C'est grave. Et la FCBE, à travers la voix de son premier responsable, Paul Rompé, a fait une déclaration pour condamner cela, pour présenter notre compassion, nos condoléances à l'endroit des victimes, de leurs parents. La coordination FCBE de cette zone-là est supervisée par le trésorier général de l'actuel bureau de la FCBE, l'ancien ministre Abdelaziz Brissot, qui a aussi fait une déclaration. La coordination sur pied parce que c'est beaucoup plus une affaire de proximité qui est au chevet de ces victimes-là. Mais pour opiner, il faut quand même dire que nous sommes aussi consternés par la réaction à chaud qu'a eu le gouvernement par rapport à cette situation. 2 jours après, il y a eu un conseil des ministres qui n'a absolument rien mentionné de cela. Il y a eu une sortie du secrétaire général adjoint du gouvernement, porte-parole du gouvernement, qui dans une vidéo, je crois de 4 minutes... Dans le conseil des ministres qui a suivi, il y a eu que le porte-parole du gouvernement a estimé qu'il y aurait des enquêtes qui vont permettre de situer les responsabilités. Justement. Parce que le drame, disait-il, était évitable. Je n'en disconviens pas, mais ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Vous dites quand même qu'il n'a été fait mention nulle part. C'est pour vous rappeler quand même que cela a été mentionné dans le compte rendu. Non, dans le compte rendu du gouvernement, du Conseil des ministres de ce jour-là, ça n'a pas été mentionné. Vous pouvez relire. Dans le compte rendu. Mais le porte-parole du gouvernement oui, c'est en cela que j'ai dit que le porte-parole du gouvernement a fait une sortie de 4 minutes 38 secondes, dans lesquelles, dans les 30 premières secondes... du Conseil des ministres, du compte rendu du Conseil des ministres, vous savez, le porte-parole a évoqué le sujet. Je pars du principe que c'est quelque chose d'assez grave, d'assez important pour que le gouvernement se mette dans une posture de quelqu'un qui est en train de se défendre. Parce que la lecture que nous faisons de cette sortie-là, c'est ça. Le gouvernement est en train de se défendre et prend une posture assez haute par rapport à la situation. C'est à croire même qu'on banalise la situation. Nous sommes africains, nous avons notre sociologie. Écoutez, nous sommes en train de parler de lutte contre le terrorisme.
le premier ingrédient dont nous avons besoin, c'est d'abord le patriotisme. C'est ça. Parce que, vous allez voir dans ce que le secrétaire général adjoint du gouvernement a dit, il a parlé de la collaboration de la population et ainsi de suite. Mais écoutez, comment vous voulez avoir l'adhésion de cette population-là si elle ne se sent pas en parfaite harmonie avec vous? Écoutez, faire fi de la douleur de ces personnes-là et parler d'enquête, de situation, de responsabilité et tout. Je suis d'accord, cela est régalien. Mais d'abord, que l'État est resté insensible? Oui, je le pense, je l'affirme. Mais la situation écoutez, la situation n'est pas banalisée, des enquêtes sont ouvertes. C'est ce que je dis. Ouvrir des enquêtes fait partie de la responsabilité, du devoir régalien de gouvernement qui a pour responsabilité de nous protéger, de protéger les limites de notre territoire. On ne va quand même pas les féliciter d'abord pour ça. Ce que je dis est ceci, la réaction à chaud, ce qu'on attendait, ok, je vais formuler ça comme ceci. D'accord. Ce qu'on attendait. Dites-nous clairement ce que vous attendiez. Oui, c'est parce que vous ne me laissez pas aller au bout de mes idées. Allez-y. Ce qu'on attendait de notre gouvernement est ceci, de la compassion, une expression réelle d'émotion et de partage de la douleur de cette population-là. Lorsque nous le faisons, nous sommes tous béninois, nous sommes africains. La sociologie de chez nous, c'est que je reconnais comme ami, comme frère, comme quelqu'un qui s'inquiète pour moi, comme quelqu'un qui serait prêt à me protéger, celui-là qui accourt, celui-là qui se prononce, celui-là qui s'inquiète pour moi, celui-là qui s'inquiète pour ma santé mentale, pour ce que j'ai ressenti, qui me profère des paroles qui seront comme une bombe pour mon cœur, la douleur que je ressens actuellement dans mon cœur, c'est à lui que je donne d'abord ma confiance. C'est lui d'abord mon frère. Le gouvernement devrait d'abord se mettre dans cette posture-là. Je ne remets pas totalement en cause la méthode communicationnelle du gouvernement qui veut montrer à tout le monde que la situation est sous contrôle et que c'est juste un petit incident dans la chaîne de commandement et puis ça aurait pu être évité, donc les enquêtes seront ouvertes. Et je suis d'accord, le gouvernement se veut rassurant. Mais écoutez, nous avons deux personnes à l'endroit de qui nous sommes en train de communiquer. La population qui est en train de souffrir de l'acte et ceux qui perpètrent l'acte. C'est deux différentes communications. Le gouvernement devrait changer, en ce qui concerne la population, sa technique de communication, pour mieux se rapprocher de cette population-là, afin que cette population s'identifie davantage à elle, parce que cette lutte contre le terrorisme, le gouvernement ne pourrait pas le faire seul. Est-ce qu'il ne serait pas indécent de faire, je veux dire, d'un acte ou d'une actualité hautement macabre, une récupération politique? Première chose, qu'on le veuille ou non, beaucoup le récupéreront de façon politique. Ça, c'est un. Et lorsque je demande à ce que le gouvernement exprime clairement, profondément sa désolation, compatisse à la douleur de la population, je ne suis pas en train de leur demander de faire de la comédie. Très bien. Là, faire montre en tant qu'homme politique, en tant que dirigeant, en tant que père de famille, de compassion, n'est pas synonyme de faiblesse. Très bien. Ça montre qu'on est réellement humain. Alors, avant de vous laisser partir en 30 secondes rapidement, on va évoquer cette actualité qui est tombée le week-end dernier. Un de vos anciens compagnons donc du parti Foscori pour un Bénin émergent, Laurent Delors Faton, qui entre-temps donc a été transfuge du parti donc la Nouvelle Alliance, le Théophile Yarou, qui était aussi un des vôtres et qui est aussi démissionnaire du parti FCBE, se retrouve aujourd'hui dans la majorité présidentielle, notamment avec le parti Bloc républicain. Quel commentaire la FCBE a à faire à ce sujet? La FCBE, de façon officielle, n'a pas fait de commentaire. Vous, personnellement, qu'est-ce que vous en dites? J'ai dit simplement que l'opposition béninoise a perdu une valeur. Elle a perdu une valeur et le docteur Faton est quelqu'un que j'admire beaucoup, que je respecte pour son parcours à la FCBE, car les traces sont encore visibles jusqu'à aujourd'hui. En tant qu'académicien, je trouve que c'est quelqu'un de bien posé, de bien réfléchi, et ses analyses sont assez pertinentes et pointues. Juste que j'avoue que j'ai été surpris en fait. J'ai été surpris parce que quelques jours avant que je ne lise cela dans la presse, je ne sais pas si c'est confirmé ou pas, parce que je n'ai pas lu de déclaration de lui ou par rapport à cela. Cependant, quelques jours avant, il était sur un plateau, je crois, de l'ORTB, La Grande Contradiction, où sa posture était une posture d'opposant. Bontin.
Ça a été donc une grande surprise pour moi d'apprendre qu'il a rejoint le bloc républicain. C'est dommage pour l'opposition béninoise. La question que je me pose quand même, c'est est-ce qu'il va réellement se sentir dans sa peau et de quelle manière Restez connectés juste à la descente de ce plateau et vous le saurez. Qu'il combattait hier. Monsieur Akintola, je vous fais une proposition. Vous n'avez pas besoin de partir. Restez juste en coulisses. Le docteur Laurent Delors-Faton est notre invité ce lundi matin en exclusivité sur la télévision nationale pour évoquer justement sa nouvelle route qu'il arpente depuis ce week-end, je vais dire, aux côtés du parti Bloc Républicain. Merci d'être venu, Mohamed Akintola Wali. Vous êtes le coordonnateur du mouvement donc de la jeunesse FCBE. Merci d'avoir accepté notre invitation et de répondre à nos questions. Merci beaucoup. Au plaisir de vous retrouver très prochainement. C'est un plateau qui vous est familier. Vous êtes chez vous, revenez quand vous voulez. 5 sur 7 matin, Laurent Delors-Faton dans votre télé.